Parce qu'elle a vu naître l'archéologie moderne et fait partie aujourd'hui des territoires les plus fouillés et étudiés par les historiens, l'Italie est depuis plusieurs siècles un laboratoire italien et européen pour la conservation et la transmission des vestiges antiques. À chacune de ces séquences, avant et après l'unité notamment, pendant la monarchie, le fascisme, la République, la politique italienne a accordé une large place à ces questions et à celles qui se sont il manque quelque chose dans ma phrase, a accordé une large place à ces questions et celles-ci se sont trouvées en Italie comme ailleurs au centre de la vie politique, culturelle, idéologique, économique. L'histoire antique est l'objet des préoccupations de l'État italien, des régions et des municipalités, mais aussi de la communauté européenne et de l'UNESCO. Je souhaite ici m'arrêter en particulier sur la situation de Tarente dans les Pouilles. Fondé en 1887, le musée archéologique national de Tarente abrite des vestiges provenant de ces anciennes cités grecques et des Pouilles. Sa restauration et son agrandissement, à partir de 2000, ont donné la priorité à la période grecque. En poste depuis 2015, sa nouvelle directrice, venue de Bretagne, a infléchi la politique du musée en direction des Tarentins. Le passé grec est porté fièrement par la ville et ses habitants. L'origine spartiate des fondateurs de la cité est peu à peu devenue un label, presque une marque. Les effets de cette politique sont très variés. Jumelage avec Sparte, organisation de la Spartan Race, communication reprenant des images du film américain 300 ou du matériel archéologique, mise en scène devant les rares vestiges grecs encore visibles, musée particulier, association identitaire. Des choix liés à des préoccupations très actuelles. L'Italie du Sud est une terre d'émigration, le centre urbain de la ville est en piteux état et le gouvernement est accusé de se désintéresser de la situation sociale de cette grande ville, ancien fleuron de la sidérurgie italienne. Dans un contexte économique et social difficile, nous verrons comment une entité immigrée s'est mise en place à Tarente et sert depuis quelques années à ses habitants à souligner leur spécificité. Il sera ici question de la période la plus contemporaine, mais un petit aperçu de l'histoire locale est indispensable de la grandeur antique à la décadence des années 1990. Tarente est l'une des cités les plus importantes de ce que l'on nomme la Grande Grèce, c'est-à-dire la zone colonisée par les Grecs durant la période archaïque. Censée avoir été fondée en 706 par des exilés spartiates appelés les Parthéniens, Tarente se situe sur un site exceptionnel à bien des égards. Placé à l'interface entre la mer Ionienne et une mer intérieure, le site bénéficie d'un port naturel stratégique et à ce titre utilisé par d'autres Grecs auparavant, ainsi que par des communautés locales relativement hostiles aux colons venus s'installer. La cité devient rapidement riche et puissante et atteint son apogée au IVe siècle avant Jésus-Christ. Elle est réputée dans plusieurs domaines, notamment l'élevage de chevaux et la cavalerie, mais aussi le commerce maritime, la pêche ou la philosophie. Notons aussi la production de byssus, un tissu soyeux tiré d'un coquillage particulier à la zone, dont la production est actuellement en cours de restauration. Disons. Malgré sa puissance, la cité finit, comme le reste de la Grande Grèce, avant elle, par se soumettre à Rome en 272. Hannibal s'en empare en 212 et elle est ensuite mise à sac avant d'être reconquise par les Romains définitivement en 209. Tarente perd son influence au profit de Brindisi, située sur la côte adriatique. La cité voit ensuite se succéder les Goths, les Byzantins, les Lombards, les Sarrasins et les Normands, sans jamais regagner de rôle majeur. Au XIXe siècle, elle se voit dotée de nouvelles fortifications et devient une base navale française importante en Méditerranée. En 1940, la flotte italienne y est bombardée par les Britanniques. Après-guerre, plusieurs industries s'installent à Tarente, attirant de nouveaux habitants et motivant une démographie grandissante. En 1965, le complexe sidérurgique Ilva s'y installe et bouleverse totalement la démographie locale en attirant en masse une nouvelle population venue de toute l'Italie. De même que le développement de la marine militaire à Tarente a beaucoup modifié la topographie, le rapport des habitants à la cité, son rôle politique et ses activités, Ilva a un impact massif sur la société. Avec la raffinerie Shell, cette industrie devient l'un des acteurs majeurs de l'économie locale et italienne. Comme d'autres projets implantés en Italie du Sud, le complexe Ilva a en partie pour objectif de redonner de l'énergie à la région et d'éviter l'immigration massive de ses habitants. Mais cela suscite des jalousies de la part de certains habitants du Nord qui y voient une assistance indue à des régions dont ils considèrent les habitants comme des freins à l'économie italienne. En 1995, lorsque l'État italien se retire d'Ilva, le pôle privatisé est racheté par Riva. À partir de cette date, de nombreux problèmes sanitaires se manifestent, cancer, néoplastie, mortalité supérieure de 10 à 15% eu égard à la moyenne nationale, etc. Il faut cependant attendre 2012 pour que la société soit condamnée pour désastre environnemental et qu'une partie du site soit mise sous séquestre.
Il y a 2 ans, en juin 2017, le groupe ArcelorMittal, associé à Marcegaglia, décide de reprendre partiellement la Syrie, qui demeure l'une des plus grandes d'Europe. Après un refus de l'Union européenne, le rachat effectif survient en juillet 2018. Tarente est cependant encore dans l'expectative et sa population décroît avec le départ massif des anciens ouvriers d'Ilva et des jeunes nés dans la région. Cette situation catastrophique provoque la faillite de la ville et en 2005, la commission de liquidation estime le passif à 637 millions d'euros, soit l'une des plus lourdes faillites par une collectivité locale. Suite à la déclaration de l'état de faillite de 2006, la maire Rossana Di Bello, Forza Italia, le parti de Berlusconi, est condamnée pour abus de pouvoir et faux idéologique dans le cadre d'une enquête sur l'incinérateur municipal. Je suis très loin de l'Antiquité, mais vous allez voir que je vais y revenir. La glorieuse Tarente du passé n'est plus, vous vous en êtes rendu compte. Pauvre, malade et délaissée, elle tombe progressivement en ruine. Son centre-ville ancien, situé sur un site naturel et historique exceptionnel, est déconseillé aux touristes en raison des risques d'effondrement et des rencontres malencontreuses qui peuvent y survenir. Ses propres habitants l'ont fui pour des immeubles plus récents ou pour le nord de l'Italie, murant les fenêtres et les portes des anciens palais à leur départ. Donc là, à l'écran, vous avez notamment les colonnes du temple dorique, la forteresse moderne, l'arsenal militaire qui a vraiment totalement modifié la topographie du site, mais qui a été aussi l'occasion de faire de très nombreuses fouilles sur les nécropoles. Le complexe Ilva dans toute sa beauté, notamment de nuit, donc, qui donne des vues assez apocalyptiques le soir. Et à droite, une vue du centre-ville où, si vous regardez attentivement, il y a la moitié de l'immeuble de droite qui est en train d'être tombé en ruine et l'autre qui est totalement muré. Donc tout le centre-ville qui est très beau, il y a des beaux palais et, de ce type-là. Et il y a des magnifiques filets verts qui sont accrochés au balcon pour éviter que les morceaux tombent sur les passants. Le musée archéologique de Tarente, aussi appelé par son acronyme MARTA, est l'un des plus importants musées archéologiques d'Italie. Il occupe l'ancien couvent de San Pasquale di Bailon, construit au XVIIIe siècle, dans la partie moderne du centre-ville de Tarente. Les objets exposés remontent pour la plupart à l'antiquité grecque de la cité et de la région des Pouilles. Mais on trouve également du matériel pré- et proto-historique, du matériel romain et médiéval, dans les collections et les réserves, de même qu'une collection de tableaux modernes suite à une donation. La naissance du musée de Tarente a lieu en 1887 dans un contexte tumultueux. La région est en effet alors en proie à la dispersion de son patrimoine. En l'absence de loi de protection des biens culturels, les nombreux objets découverts, notamment les vases à figures rouges, sont dispersés dans les collections muséales et privées du monde entier. Durant le royaume des deux Siciles, ce matériel se trouve en partie capté par le musée royal Bourbon de Naples, mais commence également à approvisionner le nouveau musée de Lecce au cœur des Pouilles. À Tarente, l'agrandissement de la ville moderne provoque de très nombreuses découvertes et destructions dans les nécropoles de la cité. C'est pour ces raisons que l'archéologue Luigi Viola est envoyé à Tarente. Celui-ci décide de créer un musée de la Grande Grèce. Il souhaite que le matériel de la prestigieuse cité grecque y soit conservé, mais aussi qu'on y rassemble des objets venus de toute l'Italie du Sud. On y trouve donc logiquement du matériel issu des Pouilles, ce qui suscite aujourd'hui encore des tensions entre les petits musées de site et le musée de Tarente, notamment autour des fameux bijoux de la tombe des ors que la municipalité de Canossa réclame régulièrement. Cependant, comme ce fut le cas pour le musée national de la Grande Grèce de Reggio Calabria, créé lui en 1882, le projet n'a pas véritablement suivi l'intention initiale de Luigi Viola, et plus qu'un musée de la Grande Grèce, le MARTA est un musée de Tarente et de ses environs. En effet, la politique nationale italienne consistant à privilégier les petits musées de sites et des antiquariums, combinée à la relative autonomie des régions, a raison de cette idée d'un grand musée synthétique de la Grande Grèce. Malgré tout, sans héberger d'icônes telles que les bronzes de Riace à Reggio, le MARTA conserve des collections exceptionnelles, les bijoux en or de Canossa, les cariatides de Lecce et le matériel de la tombe de la prêtresse, que vous voyez ici en bas à gauche, découvert dans les fouilles de l'arsenal. Cependant, notons que l'un des objets les plus photographiés du musée est un faux. Il s'agit de l'énorme tête que vous avez en haut à droite à l'écran. L'énorme tête d'Héraclès qui accueille les visiteurs dans le hall du musée est une copie agrandie d'une tête en marbre d'époque romaine considérée comme la copie d'un bronze de Lysippe. Cette copie renvoie à la grandeur antique de Tarente et aux statues monumentales évoquées dans les textes racontant le pillage de la ville par les Romains. Installé donc dans un couvent du XVIIIe siècle, le musée a été modifié à plusieurs reprises, notamment en 1903 lorsqu'on lui ajoute une façade, et de 1935 à 1941 lorsqu'il est agrandi par Carlo Cecchi. Mais le musée a connu une restauration et une restructuration récente des plus importantes, initiées en janvier 2000.
Durant les travaux, une partie des collections était visible dans le Palazzo Pantaleo, mais rénové et agrandi en partie grâce au fonds du Loto via la loi 662/96, le musée a rouvert partiellement en décembre 2007 seulement. Le public a alors pu redécouvrir une partie des collections dans des salles consacrées à la période grecque uniquement, notamment à ces nécropoles et aux bijoux. Il a fallu attendre l'été 2016 pour que le deuxième étage du musée ouvre et que les salles consacrées aux autres périodes et aux Pouilles soient de nouveau accessibles. C'est dans ce contexte que la nouvelle directrice du musée a été nommée en décembre 2015. Comme les autres super directeurs, c'est le nom qui a été donné à tous ces directeurs du musée qui sont arrivés dans cette vague-là. Donc, comme les autres super directeurs de musées nationaux italiens, celle-ci arrive dans quelques mois au terme de son premier mandat et sera, si le gouvernement l'estime bénéfique, reconduite pour un deuxième et dernier mandat de 4 ans à la direction du Marta. La mission qui lui a été confiée est difficile et ambitieuse, ainsi qu'on peut le retrouver exprimé sur le site officiel du musée, qui annonce en page d'accueil «L'inaugurazione del secondo piano del Museo Archeologico Nazionale di Taranto è avvenuta il 29 luglio del 2016. Il nuovo allestimento ripercorre la storia di uomini e donne del Paleolitico fino al IV secolo, ricollegandosi all'esposizione del primo piano del museo. Il Museo Archeologico Nazionale di Taranto, Malta, è stato restituito al pubblico. Si tratta di un tuffo della storia, una narrazione di Taranto et del territorio». Donc notons bien les mots en capital que l'on imagine très difficilement sur un site institutionnel français, mais qui ici sont vraiment mis en avant. Donc, il faut savoir que le site internet va changer dans quelques mois. Si les touristes font partie de la cible du musée, le projet principal d'Eva Degli Innocenti est de faire venir les Tarentins dans son musée. Pour elle, la marine militaire, l'ILVA et les milliers de néo-habitants arrivés à Tarente dans leur giron ont coupé les habitants et sa région du musée et de son patrimoine. Par cette immigration massive et brutale, la ville a perdu son lien avec son passé propre, ce qui aurait causé, je cite, une perte d'identité. Alors même que la ville entrait en pleine crise économique, politique, sanitaire et sociale, la mise en chantier du musée et sa fermeture de 7 ans sont venus mettre un point définitif au rapport de la ville à son antiquité prestigieuse, malgré les découvertes qui ont ponctué cette période au gré des travaux dans la ville. Pour Eva Degli Innocenti, si durant la fermeture des collections du musée sont demeurées importantes pour les spécialistes qui se réunissent chaque année à Tarente dans le cadre d'un grand congrès, le musée a abandonné son rôle de moteur de la démocratie culturelle. Les nouvelles générations ne connaissent plus le musée ou l'histoire de la cité dans laquelle ils vivent et dont ils voient pourtant les vestiges au quotidien. La population vieillissante n'en sait pas forcément bien plus, arrivée tardivement dans la région. Le contexte économique et social renforce le désintérêt des jeunes pour la cité, à l'égard de laquelle leur mépris est criant. La difficulté qu'a le musée à recruter un community manager est à cet égard symptomatique, donc se charger notamment du compte Instagram et Facebook du musée. Aucune personne compétente ne souhaite venir vivre à Tarente pour y occuper ce poste, et tous les jeunes Tarentins compétents ne rêvent que d'aller le chercher ailleurs. Le musée s'est donc lancé dans une vaste politique de communication en direction des Tarentins, notamment des plus jeunes. Selon les mots de la directrice, il s'agit de produire un storytelling entre passé, présent et futur, avec pour objectif de contribuer à relier la population au territoire et à son histoire, en montrant notamment les héritages de la Grande Grèce. Ce projet se concrétise par une suractivité des équipes du musée. Des activités sont proposées de manière incessante et le programme est disponible sur le site, sur les réseaux sociaux et dans la presse locale. Le succès semble être au rendez-vous. Il faut souligner que le musée est l'un des rares pourvoyeurs d'activités culturelles dans la ville avec les processions religieuses. J'en avais mis une ici. Processions religieuses qui sont par ailleurs, comme vous pouvez le voir, extrêmement joyeuses. Les cinémas et le théâtre ont fermé alors que l'église s'est réimplantée vigoureusement dans le quotidien de la ville depuis quelques années. Chaque mois, donc, le musée décline sa politique culturelle autour d'une thématique différente. Donc ici, vous avez une thématique à l'écran. Le projet Primi Passi al Marta, le premier pas au Marta, rencontre notamment un grand succès. Les écoliers sont gratuitement accueillis au musée à la journée. Le but de l'opération est d'autant de proposer des activités à ce public, de l'impliquer et de l'intéresser, que de faire des enfants des ambassadeurs du musée. Lors des ateliers pédagogiques Marta Racconta, le Marta raconte, les enfants emmènent en effet leurs parents et proches avec eux au musée le week-end, ce qui a permis de créer un nouveau public fidélisé. Autre initiative en direction de la jeunesse, une collaboration avec un lycée en alternance. Les lycéens de l'établissement consacrent 60 heures par an
au musée dans le cadre de projets de valorisation du territoire. Ils sont notamment amenés à concevoir des maps des communitas, donc des cartes communautaires, sur lesquelles ils reportent le patrimoine ancien et récent, matériel et immatériel, et projettent leur devenir afin de leur faire prendre conscience du territoire et de l'envisager positivement. Selon les équipes du musée, les lycéens ressortent du projet plus fiers de leur cité et de leur région, éventuellement plus motivés à l'idée de réaliser des projets de vie localement. Enfin, dernier élément que je détaillerai, à l'image du musée de Naples, le Marta a développé un jeu vidéo gratuit et accessible via une application. Le scénario de Paste for Future voit un jeune Anglais venir à Tarente à la recherche d'une jeune femme. On renouvelle peu les scénarios. Contrairement aux apparences, le jeu est avant tout conçu pour faire bouger les jeunes locaux, car il faut forcément se rendre au musée et sur plusieurs sites archéologiques de la région pour avancer dans le jeu, en se géolocalisant avec son smartphone en des points choisis. La politique du musée semble peu à peu porter ses fruits. Les entrées sont plus nombreuses et le public local plus fidèle représente plus de 60% des visiteurs. La première année du programme a démontré son efficacité puisque de 55 186 visiteurs, c'est précis, en 2015, on est passé en 2016 à 85 530 et depuis, le musée affiche une hausse des visiteurs de 42% qui s'accompagne d'une hausse de 80% des recettes de la structure. Les projets en cours au musée, que la directrice qualifie de Marta 4.0, devraient confirmer cette tendance. Les expositions temporaires nombreuses permettent de valoriser des collections souvent inédites et les objets récemment rapatriés des USA et encore jamais vus en Italie. L'ouverture d'un Fab Lab permettra d'imprimer des copies des œuvres, d'initier les jeunes aux nouvelles technologies et d'achalander la boutique du musée en produits maison. Enfin, le versement en ligne de 40 000 fiches objets illustrés de photographies en haute qualité sera une première européenne à même d'attirer l'attention et de stimuler et la recherche et le tourisme. On identifie toujours la même volonté de rendre le musée accessible, utile et réutilisable, une illustration assez parfaite du principe des Commons. Le passage de la directrice du musée par la Bretagne, où les musées de Bretagne se distinguent par leur politique open data, n'est certainement pas anodine. Il est important et intéressant de noter que la politique du musée a eu des conséquences imprévues par son équipe et son projet. En effet, depuis sa réouverture, plusieurs nouveautés ont fait leur apparition dans l'ancienne cité grecque. Un musée privé, il Museo Spartano, une association de promotion locale, Taranto la Città Spartana, et un concours sportif intitulé la Spartan Race. On est tout de suite frappé par la présence de Sparte dans l'étymologie de ces diverses structures. Si vous n'avez pas été attentif au début de cet exposé, vous pourriez vous demander pourquoi les Spartiates ont ainsi pris l'ascendant sur les Tarentins. Petit rappel donc, la tradition mythique veut qu'un groupe de rebelles expulsés de Sparte soit à l'origine de la cité au 7e siècle. Antiochos écrit qu'une partie des citoyens de Sparte refusèrent de partir au combat lors de la première guerre messénienne. Les enfants qu'ils eurent pendant la guerre furent nommés les Parthéniens, les enfants de filles non mariées, et privés de leurs droits civiques. En effet, en refusant de prendre part au combat, leurs pères ont perdu leur citoyenneté et ne peuvent donc la transmettre. Selon Effort, ce sont les femmes de Sparte qui, lassées d'attendre le retour des guerriers, ont réclamé le retour de certains soldats afin de pouvoir enfanter en l'absence de leur mari. Cette fois, les enfants sont illégitimes car l'enfant n'est pas né dans le cadre d'un mariage et visiblement le père n'est pas toujours connu. Devenus adolescents, ces enfants conspirent contre la cité. Trahis puis découverts, ils partent de Sparte, guidés par Phalanthos, et suivent les indications de l'oracle de Delphes jusqu'à Tarente. Il semble qu'un tel mythe rendrait difficile toute valorisation des ancêtres. On voit rarement un peuple se revendiquer d'être le descendant de bâtards illégitimes au statut inférieur venu d'un pays étranger. Il existe de plus un autre récit légendaire, aux atours plus glorieux, qui veut que ce soit plutôt un héros dénommé Taras qui ait fondé la ville, arrivant sur un dauphin sur le territoire. On le retrouve notamment sur les monnaies de la cité et sur les emblèmes de la ville que vous avez vus au début. Mais ce ne sont ni Taras ni les Parthéniens qui sont mis en avant aujourd'hui, ce sont bien les Spartiates. Et donc je vais vous présenter rapidement les trois structures en question. Qualifié de Disneyland non assumé par la directrice du musée, le Museo Spartano de Tarente est une structure privée installée dans la partie la plus ancienne de la cité. Tenu par un neuropsychiatre, ce pseudo-musée occupe une cave sous le palais de Beaumont-Bonelli, aussi connu comme l'hypogée Bellacico, du nom des propriétaires arrivés en 2002. Le visiteur peut y découvrir des copies d'objets, notamment une copie d'un casque spartiate, que vous voyez au premier plan, un casque géant, ainsi que, selon le site internet, les fondations d'un édifice d'époque grecque. Ce musée a ouvert en 2015, mais il est une émanation d'une association locale fondée en 2004, le Centre culturel de Philonide. C'est un personnage haut en couleur, donc Philonide, qui résista aux Romains et qui était alors mis en avant, et non les Spartiates. Et on repère aussi sur le t-shirt en haut à droite, Taras sur plusieurs visuels, donc juché sur son dauphin.
Taranto, la Città Spartana est une deuxième association, fondée quant à elle en 2015. Je pense que c'est sous l'influence de cette nouvelle association que le Centre culturel de Philonide a opéré sa mue spartiate lors de l'ouverture de son musée. Mais les deux structures sont bien séparées et ne semblent pas collaborer. Et alors, je voulais vous montrer le début d'une vidéo de présentation de ces structures. Il a pour à peu près 3 minutes. Doesn't matter what name or shape it might have. Suffer from it or face it. Choose. Alors là, pour le coup, c'est vraiment destiné plutôt à attirer du tourisme à Tarente. D'où l'anglais aussi. Taranto, the only city in the world founded by Spartans. Donc on n'a que des vues d'un peu de loin pour pas trop voir l'état de ruine. Et on ne voit l'Ilva sur aucun plan, alors que vraiment là, suffit de lever les yeux et à chaque fois on va voir des usines monstrueuses. Là on devine un peu. The landscape and nature. But its architectural beauty. But its museum. Its castle. Its bridges. And its IKEA. Its flavors. The world famous mussels. Tell you about its athletes that was the most important witness of the Beijing Olympics. The face of Europa present a Euro that was taken from the base made in Taranto in the 4th century before Christ. About the genius architect that invented the first flying machine in history. Of its inventor. Of its founder. Taranto. Instead, we will tell you about its Spartan spirit. A spirit of freedom. A cooperation. Of sacrifice and courage. Of sharing and facing obstacles, whatever they might be. A spirit that even today is alive in its people's heart. Like the ones from the athletes that came from all over the world to Ça c'est la Spartan Race. for education of the Spartan race screaming, we finally back home, brother. A spirit that now inspires millions of people. There are thousands of commercial activities in the world that use the Spartan brand. Alors là ils ont repéré toutes les boîtes qui font référence à Sparte dans le monde entier. Great Spartan leaders and courageous and persuasive. Our mission is to create a close partnership network in which we could share know-how, experiences, cultures, different economies, referring to those of the concerned parties on the Spartan lands. Voilà, je vous épargne la suite. Donc Taranto, la Città Spartana, je me dépêche un peu, réunit notamment des entrepreneurs dont l'objectif semble être majoritairement marketing. Ici, il n'y a aucune prétention à proposer des contenus scientifiques, ce qui a mené à des collaborations avec le musée, contrairement à la structure précédente, qui est clairement en tension avec le Marta. L'objectif premier de l'association est de mettre en valeur une identité spartiate et de s'en servir comme argument marketing pour attirer des touristes, mais aussi des entrepreneurs localement. Et donc, vous l'avez entendu, de faire fructifier un peu le statut d'unique cité au monde fondé par des Spartiates. Dans la pratique, les activités mises en avant sont la mise en place d'une narration historique, je cite, pour valoriser le patrimoine avec un guidage au sol dans la ville, la reconstruction en 3D du temple dorique et le développement de plaques pour les numéros de rue en forme de bouclier. Par ailleurs, l'association souhaite organiser de grands événements. Pour l'instant, seule la Spartan Race a eu lieu, mais il prévoit aussi une course de bateau entre Sparte et Tarente, etc. Donc, pour comprendre le développement de cette identité spartiate, il faut replacer l'apparition de ces structures dans un contexte plus général. Tout d'abord, il convient de prendre note du contexte géopolitique,
puisque l'une des guides du musée se plaît à commencer son parcours auprès de la tête géante de Lysippe dans le hall du musée. Elle y explique à quel point la cité était une merveille dans l'Antiquité, et la statue sert de référence dans son discours en liant la victoire de Rome et le pillage des statues de bronze à la décadence de Tarente. Si Rome n'avait pas conquis et pillé la ville dans l'Antiquité, la guerre et l'industrie n'auraient pas eu le même impact, le développement de la base militaire et de l'Ilva n'aurait pas été nécessaire. Donc ça pourrait paraître une vague nostalgie déplacée, mais il est important de rappeler la dichotomie nord-sud en Italie aujourd'hui. Et en fait, ici, la conquête romaine du IIIe siècle avant Jésus-Christ se télescope avec la rancœur des Tarentins, abandonnés par l'État dans les années 90, et le mépris des Italiens du Nord pour ceux du Sud. Ajoutons à cela le succès du film 300 de Zack Snyder et de son iconographie très particulière, une iconographie pop, une filiation pop qui est assumée par les initiateurs du projet Taranto La Città Spartana, qui ont vu un ingrédient stratégique susceptible d'attirer l'attention. Ce ne sont d'ailleurs pas les seuls, puisque Sparte et ses reprises sont au cœur de la communication de nombreux groupes d'extrême droite en Europe et aux États-Unis. À Tarente, l'extrême droite ne semble pas avoir particulièrement misé sur cet aspect de la cité, mais pour la directrice du musée et plusieurs personnes avec lesquelles j'ai pu discuter, l'association est clairement orientée à droite, voire très à droite. Avec la réouverture du musée et le développement d'une fierté locale, l'ascendance peu glorieuse des Parthéniens s'est trouvée simplifiée. Aux oubliettes, les bâtards fils de Lâche, les fondateurs de Tarente sont des Spartiates, des vrais. Cette ascendance remarquable explique le statut particulier des Tarentins. Ils ne sont pas de simples Italiens, mais les représentants d'une civilisation glorieuse venus s'installer en Italie, les habitants de la seule fondation de Sparte au monde, ainsi que le répète à l'envi la communication de l'association. Le passage d'une ascendance à l'autre s'est fait de façon simple, et la mairie de gauche s'en est faite l'écho et l'instrument. Depuis 2015, la cité a en effet mis en place un jumelage avec Sparte et encouragé une initiative allant en ce sens. Combiné à une stratégie marketing misant sur la réputation des Spartiates et leur succès dans la pop culture, ces différents éléments ont conduit depuis 2015 à la mise en place d'une fierté spartiate chez les Tarentins totalement nouvelle. Ce néo-chauvinisme se manifeste notamment par des codes graphiques, le lambda, le casque spartiate et le bouclier, ainsi que par la mise en avant des valeurs dites spartiates, en réalité les mêmes valeurs conservatrices et virilistes que l'extrême droite mondiale place derrière cette référence. Ainsi, même l'élégant Taras s'est trouvé bodybuildé et coiffé d'un casque spartiate sur le logo du musée. Dans ce cadre politique et marketing, le musée de Tarente s'envisage comme une vigie scientifique et idéologique en redonnant du contexte au discours. Volontaire ou non, ceci présente des lacunes plus ou moins significatives. Eva De Leonosanti souligne ainsi à quel point les indigènes sont absents de la communication et des textes des associations, quand le musée explique bien leur présence et leur rapport avec les Grecs. Le musée semble cependant obligé de faire avec, tant la campagne de communication de Taranto La Città Spartana a porté ses fruits, notamment par l'entreprise de la Spartan Race. Aujourd'hui, leur page réunit 19 000 fans sur Facebook contre 10 000 pour le musée. Or, les réseaux sociaux sont devenus depuis quelques années, et notamment avec l'arrivée des superdirecteurs, un indicateur important pour les institutions culturelles italiennes qui doivent y faire leurs preuves afin de satisfaire les décideurs et l'administration. Entre marketing territorial, discours identitaire et recherche scientifique, le développement de la nouvelle identité tarentine se fait sous l'influence de discours institutionnels et privés aux intérêts contradictoires, sur les bases d'une citoyenneté malmenée par l'histoire et la politique. L'équilibre précaire de la ville, suspendu aux décisions d'ArcelorMittal, repose en partie sur le musée et les associations que la mairie tente d'utiliser pour redonner du lustre à sa ville et provoquer un tournant écologique et touristique indispensable à la survie de sa cité. Je vous remercie.